Une guerre aussi durable, aussi complexe que celle que nous mène le Rwanda ne peut pas se terminer en un jour par la magie d'une signature ou d'une profession de foi. L'attaque d'Uvira est une preuve, s'il en est, de la mauvaise foi du président Kagame qui n'a pas empêché ou interdit à ses troupes d'attaquer une ville alors que nous sommes sous le contrat de paix. Monsieur Alain Atondou, nous, la République démocratique du Congo, plus précisément les FARDC, on est allé des replis stratégiques depuis Bunagana jusqu'à Uvira. Et à Uvira, les FARDC ont fait aussi un repli stratégique pour épargner des vies. Pensez-vous vraiment qu'après la chute de Goma, Bukavu, on a vraiment tiré les leçons pour stopper les avancées de l'ennemi? Si telle est votre observation, il s'avère que nécessité est pour l'état-major de revoir sa stratégie parce que il applique cette stratégie depuis un certain temps. Les résultats sont contre-performants. Faut-il continuer avec l'ancienne stratégie ou adopter une nouvelle stratégie? Ça, c'est du domaine militaire, strictement confidentiel. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ou on fait la guerre, ou on la fait pas. Lorsque les Alliés avaient bombardé Berlin pour la capitulation, ils n'ont pas tenu compte des citoyens qui étaient là-bas. En principe, quand vous faites la guerre, ne pensez pas à la reconstruction. C'est pas votre rôle. Détruisez, tuez, c'est votre rôle. L'humanitaire a ses acteurs, la reconstruction du pays a ses acteurs. Vous ne voyez pas que si on reste seulement focus sur la diplomatie, on risque de voir le Rwanda demain à Kalemi, Lubumbashi, ainsi de suite, continuer toujours à conquérir des territoires et avoir beaucoup plus d'arguments de négociation, comme vous venez de le dire? Je vous dis, une guerre, d'abord, c'est le théâtre des opérations. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre. Deuxièmement, c'est la diplomatie. Troisièmement, c'est l'humanitaire. Donc, pour garantir une position de négociation crédible, il faut avoir une force dissuasive. Quelle est la composition de notre armée et la composition de notre chaîne de commandement? Et vous allez remarquer qu'il y a des infiltrés, il y a des traîtres. Il faut résoudre ce problème par des sanctions exemplaires. Un traître, on sait ce qu'il mérite. Eh bien, un infiltré, on sait aussi ce qu'il mérite. C'est à ce prix-là que l'on se fera respecter et c'est à ce prix-là que l'on pourra négocier de façon fiable et crédible. Est-ce que les Américains nous ont joué un tour pendable dans cette affaire? Les négociations se sont passées entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous la médiation américaine. Et par ailleurs, même si l'événement n'a pas connu le même éclat, le même écho, nous avons un accord de minerais contre sécurité. Donc les Américains sont aussi intéressés que les rapports avec le Rwanda puissent s'assainir afin de permettre une meilleure exécution du deal. Au sein de l'opinion, il y a beaucoup d'inquiétudes depuis la chute d'Uvira. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne peut pas faire recours à des alliés, des pays amis, l'Angola, le Tchad, le Nigeria? On l'a vu récemment au Bénin, comment le Nigeria est intervenu pour sauver Patrice Talon. Moi, je pense que vous avez tracé une bonne voie. Le Congo n'a qu'à voir, ou bien l'état-major, n'a qu'à voir avec quel pays nous pouvons traiter. Parce que d'abord, il faut vérifier s'il existe des accords de défense. Sinon, parce que l'intervention ne vient pas comme ça, contre les règles de relations internationales. Il faut savoir les respecter. Si vous n'avez pas cela, bon, quelle formule? Vous pouvez éventuellement évoquer la formule de population à danger. Vous pensez à quel pays, par exemple? Le Maroc. Nous sommes alliés stratégiques dans leur guerre pour la récupération de Sahara occidental. Souvenez-vous, nous avons par exemple le Nigeria. Le Nigeria, souvenez-vous, Mobutu a envoyé nos avions soutenir le président Yakubu Gowon contre Ojukwu et contre la France du général de Gaulle. Aujourd'hui, au Tchad, tout le monde sait que s'ils sont ce qu'ils sont, c'est à cause de Mobutu. Nous avons beaucoup d'alliés que nous pouvons approcher. Il y a aussi des alliés stratégiques pour le futur. Le minerai contre sécurité, c'est pas seulement pour les États-Unis. American Dream. Dispace en chaîne Investiment Group. Rêve américain. On a Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible.
Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Dana nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. On a consommé lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville ya Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pas 30 ans. Ne vous trompez pas la Grèce. Dispensation Investment. Lotaka Music Band International. Nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission, le débat congolais. Le thème de l'émission de ce jour est intitulé « Après la chute d'Ouvira, que reste-t-il encore de l'accord de paix signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ?» Alors, que va faire finalement la RDC pour stopper les avancées de la rébellion AFC M23 soutenue par le Rwanda? Est-ce que fallait-il ce énième repli stratégique pour épargner des vies à Ouvira? Ce sont des questions que l'opinion se pose et qui seront passées au peigne fin au cours de l'émission de ce jour. Nous avons sur ce plateau spécial des débats congolais un ancien ambassadeur de la République d'Isaïr au Rwanda, un homme politique expérimenté, plus de 50 ans de carrière politique, mandataire plusieurs fois, philosophe, juriste aussi, acteur politique majeur. Il s'appelle André Alain Atundu Liondo, le président de la CEDER. Monsieur André Alain Atundu, membre de l'Union sacrée, je dois aussi ajouter cela. Bienvenue dans le débat congolais. Merci, je vous remercie de me donner cette occasion de débattre de l'actualité brûlante. Monsieur Atundu, aussitôt signé, il est violé. Je parle bien de l'accord de Washington, l'accord de paix. Kagame avait annoncé dans son discours ce jour-là à l'Institut de paix à Washington que si l'accord échouait, ça ne sera pas la faute de Donald Trump. D'aucuns ont interprété cela comme étant déjà la mauvaise foi de Kagame. Les mêmes jours, les troupes rwandaises avec les supplétifs de M23 gagnaient déjà des localités. Et finalement, Ouvira est tombé. Monsieur André Alain Atundu, quelle est votre réaction lorsque vous voyez une ville aussi stratégique, la deuxième ville de la province du Sud Kivu, Ouvira, entre les mains de l'armée rwandaise et le M23? D'abord, je voudrais exprimer toute ma compassion aux victimes tombées à cette occasion et aux populations civiles qui ont eu peut-être le tort de croire en la bonne foi du président Kagame, de croire à la force morale contraignante de l'accord de Washington. À nos troupes et aux Wazalendo qui ont résisté jusqu'en dernière minute, je les encourage à reprendre
du poil de la bête, parce que ce n'est pas celui qui tombe qui est jugé, mais c'est celui qui se relève qui est jugé. Donc la grandeur de notre armée, ça va se faire à travers les répliques, à travers les contre-offensives. Donc je les encourage à se préparer à reprendre la guerre. Mais cette guerre aussi, il ne doit pas être seul. Toutes les forces de renseignement et de sécurité doivent leur prêter main forte. Et c'est à cette condition que nos forces armées pourraient reconquérir Uvira et redonner espoir à nos populations tant meurtries. Je voudrais commencer par une observation générale. Que ce qui s'est passé le 4 décembre à Washington, c'est-à-dire la signature de l'accord de paix entre le président Kagame et Tshisekedi, en présence sous la médiation du président Trump et en présence de plusieurs éminents témoins, le président africain, n'est pas à la portée de tout le monde. Tant par son niveau technique et diplomatique que par sa portée événementielle. Il n'appartient pas au premier quidam d'interpréter avec la force de la chose jugée des dispositions dont il n'a qu'une connaissance à la fois insuffisante et imparfaite. Il faut savoir lire. Par exemple, lorsqu'on parle des forces d'autodéfense, de retrait, n'est-ce pas, des dispositions défensives du Rwanda, il faut dire... La levée des mesures défensives. Voilà, la levée des mesures défensives. Il faut savoir lire qu'on demande au Rwanda de partir. Et ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Vous trouverez des gens, les juges de rue, vont dire on n'a pas cité le Rwanda, on ne lui a pas demandé de quitter. Et ça, c'est la portée diplomatique et technique de l'affaire. Deuxièmement, une guerre aussi durable, aussi complexe que celle que nous mène le Rwanda aujourd'hui, ne peut pas se terminer en un jour par la magie d'une signature ou d'une profession de foi, comme le président Kagame l'a fait dans son discours. C'est là où intervient la bonne foi de chacun. Et aujourd'hui, l'attaque d'Uvira est une preuve, s'il en est, de la mauvaise foi du président Kagame, qui n'a pas empêché ou interdit à ses troupes d'attaquer une ville alors que nous sommes sous le contrat de paix. Donc, ça c'est très important de le savoir. Pour le reste, il faut savoir que la chute d'Uvira, est-ce qu'elle était prévisible? Est-ce que les FARDC, le gouvernement congolais, n'avaient pas compris que les Rwandais, au lendemain de la signature de l'accord de paix, pouvaient attaquer cette ville-là? Vous avez suivi le discours du président Tshisekedi? Sur l'état de la nation? Non. À ce jour-là, à Washington? Voilà, ouais. Il dit que nous sommes sérieux, que eux aussi, ils soient sérieux. Et que nous restons vigilants. Voici la preuve qu'ils ne sont pas sérieux. Voilà, ça c'est... Alors pour le reste, il s'agit maintenant à l'état-major de se retirer et de faire l'analyse de la situation pour une contre-offensive éventuelle. Ce sont des domaines techniques des militaires, il ne m'appartient pas de les exposer ici. Il est évident que la bonne foi
et la démocratie ont accusé un coup par cette forfaiture, mais nous ne devons pas nous contenter de nous plaindre, nous devons nous préparer à contre-attaquer et à repousser au-delà des frontières nationales les éléments perturbateurs, soient-ils de Rwandais, de Congolais. Monsieur Alain Atundou, nous sommes allés, nous, la République démocratique du Congo, plus précisément les FARDC, on est allé des replis stratégiques depuis Bunagana jusqu'à Uvira. Et à Uvira, les FARDC ont fait aussi un repli stratégique pour épargner des vies. Pensez-vous vraiment qu'après la chute de Goma, Bukavu, on a vraiment tiré les leçons pour stopper les avancées de l'ennemi? Si telle est votre observation, il s'avère que nécessité est pour l'état-major de revoir sa stratégie. Parce qu'il applique cette stratégie depuis un certain temps, les résultats sont contre-performants ou contre-productifs. Et alors, je crois que l'état-major doit être actuellement en train d'étudier la façon dont il doit réagir face à cela. Faut-il continuer avec l'ancienne stratégie ou adopter une nouvelle stratégie? Ça, c'est du domaine militaire, strictement confidentiel. Donc, vous pensez que le fait que les troupes loyalistes soient retirées de Bunagana et d'Uvira pour ne pas occasionner un nombre important de morts, c'est quand même une bonne décision prise? Bon, je ne sais pas. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ou on fait la guerre, ou on ne la fait pas. Lorsque les Alliés avaient bombardé Berlin pour la capitulation, ils n'ont pas tenu compte des citoyens qui étaient là-bas. Ils visaient évidemment des objectifs emblématiques militaires. S'il y a eu des morts civiles, ce sont des dommages collatéraux. Et comme vous le savez, dans une guerre, il y a ceux qui sont chargés de faire la guerre, c'est-à-dire détruire et tuer autant d'ennemis que possible. Et puis, pendant la guerre, il y a les humanitaires qui sont chargés de soigner les blessures sociales et autres. Et enfin, il y a les hommes d'affaires qui viennent après pour reconstruire. Donc, en principe, quand vous faites la guerre, ne pensez pas à la reconstruction. C'est pas votre rôle. Détruisez, tuez, c'est votre rôle. Des militaires qui sont au fond. L'humanitaire a ses acteurs, la reconstruction du pays a ses acteurs. Vous voyez partout dans le monde, hein, à Gaza, c'est la même chose. Les militaires, ils sont là pour tuer, les humanitaires sont là pour soigner, et les hommes d'affaires vont venir pour tracer peut-être le nouveau Gaza, etc. Il faut se partager les tâches pour éviter des confusions préjudiciables. Donc, cela veut dire que il aurait fallu que les FARDC puissent faire la guerre en pleine ville, comme ça a été le cas à Goma, par exemple. La guerre d'infanterie en pleine ville. D'abord, il n'est pas exact que les FARDC ont mené la guerre à Uvira. C'est le contraire. C'est les autres, l'armée rwandaise et les supplétifs, qui ont imposé la guerre en pleine ville. Alors là, il s'agit d'une décision stratégique, est-ce qu'on se bat dans en tout cas, il n'y a pas eu affrontement entre les FARDC et l'armée rwandaise. Donc, ça a été dit. Ça, c'est une décision stratégique. Est-ce qu'il faut défendre dans la ville? Vous savez, se battre dans la ville, c'est se battre un peu comme dans le maquis, rue par rue, etc. C'est une autre discipline, une autre science.
Tandis que défendre en dehors de la ville, c'est plus conventionnel. Alors je crois que l'état-major a jugé bon de défendre la ville en dehors de la ville. Voilà pourquoi peut-être ils se sont retirés pour repenser leur stratégie. Mais comme je dis, je ne suis pas dans le secret des dieux. Le serais-je s'agissant des domaines strictement militaires, je ne pourrais pas en parler. Mais je vous fais cette réflexion pour avoir une idée des contraintes que l'état-major doit résoudre pour mener la guerre jusqu'au bout. Mener la guerre jusqu'au bout, Monsieur André Alain Atundu, il est aujourd'hui démontré depuis un certain temps que les FARDC ne parviennent pas à récupérer nos villes et territoires occupés par l'armée rwandaise et ses supplétifs au nom d'un cessez-le-feu ou du respect des engagements signés notamment à Doha. Mais de l'autre côté, l'armée rwandaise et ses supplétifs continuent à tuer, à piller, à violer, parce que les images sont atroces. Il y a aujourd'hui plus de 200 000 personnes qui sont déplacées, d'autres sont du côté du Burundi. Est-ce que vous pensez vraiment que sans une puissance de feu sur terrain, la diplomatie congolaise peut arriver à influencer pour que les Rwandais se retirent tout bonnement de notre territoire et que les M23 puissent se retirer jusqu'à Sabinyo conformément à l'accord de Luanda? Eh bien, tout comme la force militaire a des limites dans une guerre, il ne s'agit pas de gagner. Vous pouvez remporter une guerre, mais les combats continuent. Donc, il faut bien se rendre à l'évidence que la diplomatie a aussi des limites. Et que malgré, ou peut-être à cause de ces acquis diplomatiques importants engrangés par le président de la République et la République, eh bien, il faut, je crois que c'est une des dispositions d'abord, d'ailleurs, il faut que le Congo soit à même de protéger ces accords. Protéger ces accords, c'est-à-dire avoir les moyens de repousser tous les contrevenants éventuels. Donc il faut se préparer à cela. C'est une évidence qu'il faut assumer, n'est-ce pas? La force militaire et les positions sur le terrain ont vocation à être des arguments des négociations. Et donc, si nous perdons aussi les arguments des négociations. Si nous gagnons aussi les éléments des négociations. Voilà pourquoi j'ai dit, probablement, l'état-major se retire maintenant pour étudier la suite des événements et la stratégie de sa contre-offensive. Alors, vous avez dit que la diplomatie a ses limites. Nous avons vu... tout comme les forces combattantes. Oui, vous pouvez gagner et ne pas avoir la paix. Dans les cas sous examen, nous voyons que la diplomatie a réussi depuis plusieurs mois à stopper un tout petit peu les avancées du Rwanda avec ses militaires et les M23. Mais aussitôt l'accord signé aux États-Unis, les Rwandais continuent la guerre. Est-ce que si vous ne voyez pas que si on reste seulement focus sur la diplomatie, on risque de voir les Rwandais demain à Kalemi, Lubumbashi, ainsi de suite, continuer toujours à conquérir des territoires et avoir beaucoup plus d'arguments de négociation, comme vous venez de le dire? Je vous dis qu'une guerre
se mène sur 2 ou 3 fronts, ou 3 plans. D'abord, c'est le théâtre des opérations. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre. Deuxièmement, c'est la diplomatie. Troisièmement, c'est l'humanitaire. Donc, pour garantir une position de négociation crédible, il faut avoir une force dissuasive. Et je crois que l'armée congolaise n'est pas parvenue à imposer la dissuasion face au Rwanda. C'est ça le problème de fond, si je puis ainsi m'exprimer. Alors là, il y a plusieurs explications, parce que les juges de la rue seraient tentés de condamner l'état-major, parce que non. Il y a d'abord à chercher à comprendre quelle est la composition de notre armée et la composition de notre chaîne de commandement. Et vous allez remarquer que il y a des infiltrés, il y a des traîtres. Il faut résoudre ce problème. Il faut résoudre ce problème par des sanctions exemplaires. Un traître, on sait ce qu'il mérite. Eh bien, un infiltré, on sait aussi ce qu'il mérite. C'est à ce prix-là que l'on se fera respecter, et c'est à ce prix-là que l'on pourra négocier de façon fiable et crédible. Négocier de façon fiable et crédible. Il a été dit de manière tonitruante que le Rwanda a gagné dans cet accord, l'accord de Washington, que la RDC, c'est la RDC qui a beaucoup plus cédé, et que la RDC est perdante dans cet accord parce que nos minéraux seront transformés au Rwanda au lieu que ça soit transformé localement, parce que nous avons un déficit en énergie. Mais qu'est-ce qui explique le fait que malgré cet avantage-là présenté dans l'opinion comme tel, le Rwanda continue toujours la guerre? Est-ce qu'il a effectivement gagné ce qu'il cherchait dans l'accord de Washington? Eh bien, s'agissant d'un accord de paix, c'est-à-dire la conclusion des négociations et des tractations, il est impensable qu'une partie puisse totalement gagner et imposer totalement son point de vue. Alors là, on parle de capitulation, et on se rappelle que, tiens, après la Première Guerre mondiale, il y a eu cet accord effectivement où l'Allemagne devait tout payer, et c'est ça qui a servi de déclencheur de la Deuxième Guerre mondiale des années après pour se venger. Et donc, nous ne pouvons pas dire que nous avons perdu sur toute la ligne. Kagame ne peut pas dire qu'il a gagné sur toute la ligne. Si vous avez besoin de preuves, visionnez la vidéo de la cérémonie de l'accord. Il n'était pas joyeux. C'est le président Tshisekedi plutôt qui n'était pas joyeux. Hein? Kagame... Je n'ai pas vu Kagame rire aux éclats. Oh, mais c'était un petit peu différent avec le président Tshisekedi. C'est le président Tshisekedi qui avait les traits tirés. Hein. Non. Je remarque, je vous parle d'une lecture. C'est passé dans une atmosphère tendue. Tendue, ça veut dire quoi? Que chacun était sur ses gardes. Et les discours qu'ils ont prononcés confirment cela. Donc vous ne pouvez pas me dire que le président Kagame était tout joyeux, comme un bambin qui vient d'avoir un bonbon. Non, il était soucieux. Il était soucieux. Parce que, probablement, comment va-t-il agir pour contourner cela? Il n'était pas content. Hein? Et je peux dire même que le fait que le président
Tshisekedi ait réussi à le traîner, si vous me permettez l'expression, jusqu'à Washington, c'est une des causes fondamentales de son mécontentement. Parce que il a été amené à signer un document où sa responsabilité est reconnue. Sa responsabilité est reconnue. Mais bien sûr. Devant le monde. Mais lisez, je vous dis que ce n'est pas à la portée de tout le monde, par sa hauteur technique et diplomatique. Quand on dit que le Rwanda doit lever ses mesures défensives, ça veut dire quoi? Il faut quitter. Même si on dit qu'il faut faire les FDLR, mais ça veut dire que le Rwanda a quitté. Mais il est connu qu'on a signé beaucoup d'accords avec le Rwanda. Le Rwanda ne respecte jamais ces accords-là. Donc, même l'accord de Washington, c'était connu qu'il n'allait pas respecter. C'était connu de tout le monde. Et ça s'est effectivement matérialisé sur terrain, avec la chute d'Ouvira. Vous savez, en réalité, quelle est la nature de l'accord qui a été signé? C'est intitulé l'accord de paix. Mais en réalité, c'est un accord qui doit aboutir à la paix. Ça veut dire que cet accord est en somme un accord de stabilisation et de normalisation des rapports de coexistence entre nos deux pays. Si ces dispositions sont réunies, alors on aboutit à la paix. Alors sur le plan diplomatique, pour faire court et frapper les esprits, on dit c'est un accord de paix. Alors vous savez qu'en droit, la nature d'un texte, ce n'est pas l'intitulé, c'est le contenu. Alors, M. Atundu, l'accord sur les cadres d'intégration économique, est-ce que le fait que ceux qui doutent de cet accord disent que nous avons accepté de partager nos richesses avec les pays de la sous-région, notamment le Rwanda qui nous a fait la guerre, et que cela nous a été imposé par les États-Unis qui veulent faire aussi des affaires, qui ont signé un accord bilatéral avec le Rwanda, ne démontre-t-il pas effectivement que c'est nous qui sommes perdants, malgré qu'on ait accepté de céder quelque chose, mais nous continuons toujours à faire la comptabilité macabre? Nous sommes pieds et poings liés, nous ne pouvons rien faire et que notre voix n'est pas audible. Voilà, quand vous dites que nous sommes perdants, complètement, c'est excessif. Je vous dis, c'est un accord. Et la pertinence d'un accord, c'est d'être équitable et équilibré, en fonction des demandes de chaque partie. Alors, s'il s'avère, dans les faits, que cet accord n'est pas équitable et déséquilibré, eh bien, ça devient un accord précaire. D'ici 5-10 ans, ou même avant, eh bien, les gens vont contester. C'est-à-dire que si le Congo parvient à améliorer sa position, eh bien, il va contester. Si le Rwanda parvient à augmenter la qualité de sa position, eh bien, elle pourra demander. Donc, je pense qu'il ne faut pas consommer son blé en herbe. Nous avons vu un champ, nous allons planter le blé, nous aurons le blé, nous en ferons du pain. Mais entre le champ que l'on voit en friche et le pain, il y a loin de la coupe polaire. Donc nous devons d'abord couper, préparer la terre, planter, entendre le temps qu'il faut, récolter et vendre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire un raccourci entre la signature et les dispositions d'aujourd'hui et la fin immédiate et instantanée de la guerre. C'est une naïveté diplomatique et politique. Mais M. Atundu, on
on croyait, tout le monde presque croyait que le fait que l'on est allé aux États-Unis, on est allé voir les Américains, c'était effectivement que nous puissions avoir la paix. Parce que les Américains ont toujours été présentés depuis des décennies comme étant un allié stratégique du Rwanda. Mais comment vous expliquez le fait que, après que l'accord ait été signé devant les médias du monde entier, que Kagame puisse violer cet accord-là? Est-ce que c'était en complicité avec les États-Unis? Parce que vous avez suivi Kagame dire qu'il a félicité le président Trump parce qu'il était impartial, il n'a pas pris parti d'aucune partie, permettez-moi la tautologie. Est-ce que les Américains nous ont joué un tour pendable dans cet accord? Les négociations se sont passées entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous la médiation américaine. Et par ailleurs, même si l'événement n'a pas connu le même éclat, le même écho, nous avons un accord de minerais contre sécurité. Donc les Américains sont aussi intéressés que les rapports avec le Rwanda puissent s'assainir afin de permettre une meilleure exécution du deal. Voilà. Donc, moi je pense qu'il faut, comme je dis, il ne faut pas consommer son blé en herbe. Il faut de la patience. Ça fait 30 ans que cette guerre existe et dure. Eh bien, ce n'est pas par la magie d'une signature, de la profession de foi déclarée par Kagame dans son discours, que la guerre, non. Parce qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts qui subsistent malgré la signature, malgré la profession de foi. Et donc, les modalités pratiques vont porter sur la cohésion ou l'harmonisation des intérêts. S'agissant de, vous avez dit, bon, nous avons perdu parce que, vous savez, le Rwanda, nos matières seront raffinées là-bas. Telle est la situation aujourd'hui. Mais j'ai cru lire dans les dispositions que nous aussi, de toute façon, ces dispositions ne nous interdisent pas d'avoir des usines de raffinage. Non, non, il n'y a aucune interdiction. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui le Rwanda en bénéficie... Ça, c'est ce que les gens disent, mais il n'est pas clairement dit dans l'accord que nos minéraux seront transformés au Rwanda. Il n'est pas dit dans l'accord. Voilà, donc, voilà pourquoi je vous ai dit que cet accord n'est pas à la hauteur du premier venu. Faut réfléchir pour savoir, parce qu'il y a des exigences aussi pour nous. Hein? Il y a des exigences pour le Rwanda, il y a des exigences aussi pour nous. Mais Yatoundou, vous expliquez comment le fait que Kagame, présenté depuis toujours comme allié des États-Unis, soutenu par les États-Unis, aujourd'hui, il signe un accord aux États-Unis devant le président américain, mais il viole cet accord-là. Est-ce que les États-Unis ne sont pas complices dans ça? Ou bien est-ce que c'est Kagame qui peut-être s'est dit que Trump fait son show, comme d'aucuns le disent, il en a fait avec Israël et Hamas, la guerre continue, il en a fait avec l'Ukraine et la Russie, la guerre continue, et Kagame, connaissant cette faiblesse-là, il s'est dit, moi aussi je ne vais pas respecter ça, et il n'y aura rien qui va se passer. N'a-t-il pas défié finalement les États-Unis s'il n'y a pas complicité entre eux deux? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a complicité, mais je crois qu'il y a une certaine maldonne de la part du président Kagame. Il n'a pas la maîtrise de la situation environnementale. Hier, il bénéficiait de l'appui de tous les voisins. Aujourd'hui, déjà la Tanzanie n'est pas d'accord
le Burundi, pour ne citer que ces deux-là. Et donc, il peut prendre toutes les postures qu'il veut, mais cela ne garantit pas la bonne fin de ses prétentions. Vous dites qu'il n'y a pas complicité. Est-ce que je n'ai pas de preuve qu'il y a ou qu'il n'y a pas complicité. Je dirais, je ne vais pas trop vite en besogne. Les États-Unis sont des alliés stratégiques du Rwanda. Il apporte assistance militaire, il apporte d'autres assistances. Mais ce ne sont pas des relations exclusives. Nous ne sommes pas moins stratégiques pour les États-Unis. Compte tenu des terres rares, de ses prétentions, et surtout d'avoir proposé, accepté notre deal de minerais contre sécurité. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est à chaque partie de faire prévaloir sa position. C'est à chaque partie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la directrice du bureau de Trump est à Kigali, par exemple, que cela veut dire que le Congo ne vaut plus rien. Et non. Chacun fait sa diplomatie, et comme j'aime à le dire, chacun fait son lit comme il se couche. Donc, nous devons avoir confiance en nous-mêmes, foi en notre destin et au destin, à notre vocation. Monsieur André Alain Atondou, au sein de l'opinion, il y a beaucoup d'inquiétudes. Depuis la chute d'Ouvira, les gens pensent que comme Goma est tombé, Bukavu est tombé finalement Ouvira, que ça sera encore peut-être dans des 3-4 jours ou une semaine ou un mois, Kalemi et puis Lubumbashi. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne peut pas faire recours à des alliés, des pays amis, l'Angola, les Tchad, le Nigeria? On l'a vu récemment au Bénin, comment le Nigeria est intervenu pour sauver Patrice Talon. Pourquoi le Congo ne peut pas faire ça? Pour ne fût-ce qu'arrêter un peu les avancées du Rwanda et ses supplétifs. Eh bien, dans la situation actuelle, le Congo aurait intérêt à compter plus sur la coopération bilatérale d'État à État que sur la coopération multilatérale, une organisation où il y a plusieurs États. D'abord, voter une résolution, c'est un travail laborieux. Exécuter cette résolution, c'est encore plus éreintant. Donc, moi, je pense que vous avez tracé une bonne voie. Là, le Congo n'a qu'à voir, au moins l'état-major, n'a qu'à voir avec quel pays nous pouvons traiter. Parce que d'abord, il faut vérifier s'il existe des accords de défense. Sinon, parce que l'intervention ne vient pas comme ça, hein, contre les règles de relations internationales. Il faut savoir les respecter. Si vous n'avez pas cela, bon, quelle formule? Vous pouvez éventuellement évoquer la formule de population à danger. Donc, je pense que l'état-major, la République, aurait intérêt à creuser la coopération bilatérale qui porterait beaucoup plus d'espoir. Coopération militaire. Oui, la coopération... Vous pensez à quel pays, par exemple, connaissant bon, nous avons des pays, hein, par exemple le Maroc. Le Maroc est déjà intervenu ici. Le Maroc, nous sommes alliés stratégiques dans leur guerre pour la récupération de Sahara occidental. Souvenez-vous. Nous avons, par exemple, le Nigeria. Le Nigeria, souvenez-vous, Mobutu a envoyé nos avions soutenir le président Yakubu Gowon contre Ojukwu et contre la France du général de Gaulle. Dans la guerre de Biafra, je crois. Oui, la guerre de Biafra. Aujourd'hui, au Tchad, tout le monde sait que s'ils sont ce qu'ils sont, c'est à cause de Mobutu.
dans la bande d'Aouzou, etc. Nous avons beaucoup d'alliés que nous devons, que nous pouvons approcher. Il y a aussi des alliés stratégiques pour le futur. C'est ce qui, le minerai contre sécurité, c'est pas seulement pour les États-Unis. On peut les donner aussi. D'aucuns disent que ça ne sera pas une bonne chose. C'est pour moi de régionaliser les conflits, de faire intervenir plusieurs pays pour lutter contre le Rwanda. Êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent comme ça? La situation dans la sous-région n'est pas un sujet de dissertation. Nous pensons que non. La situation dans la sous-région dépend de l'évolution de la guerre. Si aujourd'hui nous estimons, par exemple, que bon, écoutez, le Nigeria dit j'accepte, je vous envoie 20 000 hommes, ça change. Qui dans la région va s'opposer au Nigeria? C'est l'Ouganda? Est-ce la Tanzanie? Donc, ça change. Nous ne pouvons pas dire a priori, non, il ne faut pas régionaliser, non, non. C'est l'évolution de la guerre. Souvenez-vous de la guerre qu'on appelait la première guerre mondiale africaine. C'est le président Mugabe qui a donné le ton à partir de sa position à la SADC et les troupes amis sont arrivées. L'Angola, la Namibie, voilà. Ils sont arrivés, les Zimbabwe. Oui. Donc on peut aussi faire comme du temps de Mosée, appeler les pays amis Namibie, Zimbabwe. Les pays amis, ce sont les pays qui répondent et qui peuvent, qui sont disposés à vous accompagner dans toutes les péripéties de la guerre. On ne va pas assister un ami parce qu'on est sûr de gagner. On va assister un ami parce qu'on est sûr de le sauver. À le sauver, il faut gagner. Gagner, c'est pas donné. Donc, voilà un peu... Parce que compter sur les organisations, la mise à exécution est trop lourde. Tandis que le bilatéral, dès que vous êtes prêt, demain il débarque. Et surtout que les États-Unis n'enverront pas des troupes au sol, hein, ça c'est clair. Ça fait partie de leur philosophie, il faut le prendre comme tel. Mais cela ne veut pas dire que les États-Unis ne pourraient pas intervenir militairement. En République démocratique du Congo aujourd'hui? Je ne parle pas de la République, même partout dans le monde. Ah, il y a des interventions directes, il y a des interventions camouflées. Ils ont l'Africom ici, mais l'Africom, les militaires américains... Il n'y a pas que l'Africom. N'ont jamais été déployés dans... Les organisations privées qui assurent la mission de sécurité. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais je dois vous dire que le Congo et le président Tshisekedi ne sont pas seuls. Ils ont des alliés stratégiques, ils ont des alliés inconditionnels. C'est à nous de les encadrer, de les motiver et de tracer le cap. Alors, nous sommes allés, vous avez dit, minerai contre sécurité. La sécurité, on n'en a pas jusque-là. Plus de 400 morts à Ouvira. Mais ce n'est pas encore entré en exécution. Tout à fait. C'était un accord signé, mais non appliqué. Non appliqué jusque-là. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment le moment pour la RDC d'aller vers les États-Unis? Parce qu'au pays, l'opposition demandait déjà qu'avant que le président Tshisekedi puisse aller signer cet accord-là avec les États-Unis, il fallait d'abord consolider la cohésion à l'interne afin d'avoir une vision globale au lieu d'aller vers une puissance comme celle-là, au risque de voir les minéraux de notre pays bradés sans une vision claire auprès d'un pays aussi puissant comme celui-là. Il ne faut pas cocufier la démocratie. Le président de la République a reçu, par sa victoire électorale incontestable, il a reçu le droit
d'agir, de vouloir, de parler et de représenter le peuple congolais. Donc, lorsqu'il prend une initiative qui entre dans ses prérogatives, on ne peut pas le condamner pour cela. La cohésion nationale doit se faire autour de l'agression, autour du président de la République pour repousser ce que nous adresse. C'est ça d'abord. Ça n'a rien à voir avec un dialogue politique où on va se partager les responsabilités, etc. Mais d'abord, aujourd'hui, il faut manifester son adhésion aux propos du chef de l'État pour chasser les agresseurs. C'est tout. Même si l'opposition souligne que c'est le président de la République qui est responsable de ce qui nous arrive, parce qu'il n'avait pas tiré les leçons depuis Bunagana jusqu'à aujourd'hui, et qu'il faut maintenant un tour de table. Qu'est-ce qui nous arrive? Ne coupez pas l'histoire. C'est ce qui nous arrive, nous était déjà arrivé, lorsque ces gens-là étaient au pouvoir, la plupart, aux affaires. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils n'ont pas commis une sorte de délit d'initié? En disant, bon, nous allons nous retirer, mais nous allons faire ceci pour avoir cela. Il ne faut pas avoir honte de la démocratie chez soi. Ce n'est pas parce que le président Tshisekedi est chef de l'État qu'aujourd'hui les autres ne valent rien. Non, il est le président de nous tous, de ceux qui l'aiment et de ceux qui ne l'aiment pas, de ceux qui obéissent à la Constitution et aux lois de la République et de ceux qui se rebellent. D'où il doit réunir tout le monde. D'où tout le monde doit avoir la conscience nationale et patriotique de se mettre autour du président pour combattre l'agresseur. Quand cette étape est terminée, alors nous pourrons discuter dans la sérénité. Il ne s'agit pas de... Personne ne peut refuser les dialogues. Bon, en tant que philosophe, en tout cas, je ne peux pas refuser les dialogues parce que sociologiquement, c'est le principe actif d'une société. Une communauté qui ne dialogue pas et qui est une communauté appelée à disparaître. Et donc, c'est une nécessité à la fois logique et de fait. Aujourd'hui, certains disent que Kabila serait à la base de la corruption au sein des FARDC, même lors de la chute d'Ouvira ici, qui a eu beaucoup d'argent pour les achats de conscience de certains officiers, et quelqu'un comme lui qui est à la base de la rébellion AFC M23, et il n'est pas, il est hors de question de voir Kabila en face de Tshisekedi et les autres acteurs politiques pour échanger. Dans quel cadre, s'il vous plaît? Dans un cadre d'un dialogue national pour la consolidation de l'unité nationale. Les mots ont une connotation contextuelle. Le dialogue national aujourd'hui, c'est d'abord évacuer l'esprit de Sun City qui a donné la part belle aux belligérants. 3 vice-présidents, en plus le président de la République, ça fait 4, contre un vice-président. Donc, il faut, si dialogue il y a, ou quand il y aura dialogue, il faut d'abord que n'y participent que les hommes politiques. Ceux qui ont pris les armes comme militaires, etc., ils seront à l'écart. Dans les Korinanga, Bissimo et tout ça? Non. Les militaires, militaires, parce qu'il y a le pouvoir politique de l'armée, des forces armées, et donc ceux qui sont des militaires opérationnels connus comme tels, il faut les mettre à côté pour qu'ils ne participent pas à ce dialogue. Le pouvoir politique, ceux qui ne sont pas condamnés, peuvent participer. Ceux qui sont condamnés ne peuvent pas, évidemment. Alors maintenant,
lorsqu'on aura réuni ce beau monde, il faut déterminer maintenant l'objet. Quel est l'objet de ce dialogue? Voilà, ça c'est un travail à faire le moment venu. Monsieur Alain Atundou, parlons de l'accord bilatéral signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Est-ce que vous pensez que la RDC a tiré son épingle du jeu? Est-ce que cet accord bilatéral, l'accord de partenariat stratégique, tombe au point nommé? Ne fallait-il pas finalement aller par exemple auprès de la Russie, parce qu'on voit ce que la Russie fait aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso. La Russie est vraiment aux côtés de ces pays-là pour les soutenir, ce que jusque-là les Américains ne font pas. Le partenariat est un choix et une option. Eh bien, c'est le président qui se trouvant devant les Chinois, les Russes, les Indiens, les Turcs, les Américains, il a dit, j'opte pour les Américains. Et je propose de vendre ou de donner le minerai pour garantir la sécurité de la République. Et le développement, la construction des infrastructures. Oui, la sécurité. La sécurité d'abord et puis le développement. Alors, il nous appartient à nous, peut-être à l'étape actuelle, d'apprêter un addendum où on doit donner un certain nombre de précisions ou demander un certain nombre de précisions. Quand est-ce que les 500 milliards annoncés pourront être mis à disposition? Par an, combien? Et voilà, nous avons nos projets qui ont ça aussi, et de façon que nous puissions harmoniser nos intérêts. Parce que pendant que nous voulons utiliser ces 500 milliards, les Américains voudraient aussi utiliser les minerais. Donc il faut, j'ai dit le principe, il faut qu'il y ait un équilibre, un contrat équilibré, équitable en fonction des objectifs de chacun. Nous avons un déficit énergétique connu. Jusque-là, on n'arrive même pas à fournir de l'énergie comme il faut aux grandes entreprises qui sont dans les Lualaba, les Katanga. On s'engage avec les États-Unis avec ce déficit énergétique. Vous pensez que ça a été vraiment bien réfléchi, même si on a parlé des Inga, des développements du grand Inga dans cet accord? Nous, et c'est la première fois qu'on discute avec les Américains. Bon, ils étaient ici, avec Tenke Fungurume. Ce sont les Américains qui ont quitté Tenke Fungurume. Tout à fait. Et ça pourquoi? Maintenant, ils reviennent en acceptant notre proposition. Ils doivent savoir pourquoi. Ils doivent savoir pourquoi. Parce que où va se situer cette exploitation? On ne l'a pas précisé. Tout à fait. Donc il faut d'abord savoir où va se situer cette exploitation. Mais ils veulent le cobalt, ils veulent le cuivre, des minéraux qui sont localisés. Ça, après. Bon, c'est à nous de préciser. Voici l'aire d'exploitation. Voici les sources d'énergie. Voici le type de minerais et leur teneur. Voici leur évaluation. Je prends l'hypothèse où c'est à peu près les 500 milliards. Bon, ça fait 500 milliards. Mais vous n'allez pas l'exploiter immédiatement. C'est par échéance. Première année autant, la deuxième, voilà, pendant 15 ans, vous faites ça. C'est ça le deal. Le deal, c'est le principe, mais les modalités pratiques, c'est l'application. C'est l'exécution du deal, qui demande beaucoup plus de recherche concrète. Voilà. Vous êtes trop philosophique. Non, je ne suis pas philosophique. C'est comme ça.
C'est comme ça. Deal, minerai contre sécurité. Bon, les Américains nous disent qu'en minerai, nous voudrions avoir le cobalt, le cuivre, etc., etc. Nous sommes d'accord, nous devons leur dire dans quel espace nous allons leur accorder cette exploitation. Quels sont les minéraux qui sont contenus? Quelle est la teneur de ces minéraux? Ça a été dit dans l'accord de partenariat stratégique. Quelle est la valeur dans les 30 jours après... Alors maintenant, non, j'explique d'abord, je ne parle pas de l'accord. Maintenant, de notre côté, nous devons chercher à savoir ce que ça veut dire la sécurité. La sécurité, est-ce que c'est la sécurisation du site d'exploitation ou la formation de nos forces armées, leur armement, les manœuvres, les exercices? Voilà, ça ce sont les modalités pratiques. C'est pourquoi je dis, bon, peut-être qu'on sera obligé de faire un addendum comme contrat. On dit non, voilà, ça veut dire ceci, voilà, ça veut dire ceci. Il y aura plusieurs protocoles, ça a été, et c'est annoncé même dans l'accord de partenariat stratégique, il y aura plusieurs protocoles qu'ils vont encore signer. Alors, M. André Atundou, le président Tshisekedi, nous allons jeter par là, s'est adressé à la nation dans un discours fleuve de 2 heures, 2h20 minutes, 2h30. Et il a annoncé beaucoup de choses qui ont été réalisées au cours de l'année 2025 et ce qui le seront en 2026. Comment avez-vous trouvé les discours du président Tshisekedi? Encore une fois des promesses, alors que les gens, l'opposition, dit qu'on l'attendait pour qu'il dise effectivement ce qu'il a fait des promesses de l'année passée. Quelle est la particularité du discours sur l'état de la nation? En quoi consiste l'état de la nation? Le président l'a défini. Ça consiste aux réalisations, ça consiste aux défis, c'est-à-dire les réalisations qui ne sont pas encore exécutées. Ça consiste aux ambitions, c'est-à-dire ce que l'on voudrait au-delà. En plus, il a abordé quelques problèmes concrets, comme l'insalubrité de la ville, les embouteillages, l'insécurité urbaine, etc. Donc, le plus important ici, c'est pas un discours bilan, c'est un discours photographie. On dit, ah, il a réalisé, bon, ah oui, c'est vrai, il a réalisé. Il y a tel défi, oui, c'est un défi. Ah, il a quelle ambition? Oui, c'est dans le cadre de cette année-ci, voilà ce que je fais. Et ce que je n'ai pas pu, je vais le continuer l'année prochaine. C'est ça, la particularité et la nature du discours sur l'état de la nation. C'est de peindre une fresque réelle de la vie de la nation en ce mois de décembre finissant. Merci beaucoup, M. Atundou. On est à la fin de cette émission. En guise de dernier mot, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à la situation d'Ouvira qui donne vraiment de l'insomnie aux Congolais, qui se disent que peut-être dans quelques jours, ça sera Kalemi, Lubumbashi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population qui s'inquiète? Parce qu'il y a beaucoup de déplacés aujourd'hui, plus de 200 000, 7 millions de déplacés internes, de réfugiés, beaucoup de morts. La situation s'aggrave chaque jour. Porter dans leur conscience le véritable responsable de cet état des choses. Ce n'est pas le président Tshisekedi, ce n'est pas l'armée. C'est le Rwanda et le M23 qui ont provoqué le déplacement, qui ont provoqué des destructions, qui ont provoqué des morts d'hommes. Donc ils doivent savoir que c'est eux leur ennemi. Quoi qu'ils disent, j'entends, n'ayez pas peur, les soldats sont là pour vous défendre, mais il y a 200, 400 morts. Donc,
Ça, c'est la chose la plus... Deuxièmement, il ne faut pas perdre foi au destin de son pays. Nous allons, le destin de notre pays est de nous relever et d'être le porte-étendard de l'Afrique. Comme l'a dit François Fanon, le gâchis, le Congo a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve à RDC. L'Afrique a la forme d'un revolver. En plus, là, je m'adresse à nos forces armées et aux forces nationales, n'est-ce pas, aux résistants nationaux qu'on appelle les Wazalendo, eh bien, qu'ils fassent tout pour abreuver, non pas pour abreuver, mais pour diminuer et mettre fin aux souffrances de leur peuple. Ils doivent se battre pour que nos populations puissent rentrer chez eux. Et à l'armée? Oui, mais c'est l'armée qui doit se battre. L'armée et les Wazalendo doivent assurer une coordination opérationnelle pour plus d'efficacité. Faut-il aujourd'hui qu'ils attaquent l'ennemi à Uvira ou bien respecter les cessez-le-feu? Comment puis-je répondre à cette question, moi qui ne suis pas à l'état-major? Si le cessez-le-feu est considéré comme rompu, eh bien la légitime défense voudrait que nous puissions au moins rétablir le statu quo. Donc, nous sommes tout à fait dans notre droit de contre-attaquer pour rétablir le statu quo. Pour seulement récupérer Uvira? Pour rétablir le statu quo. C'est-à-dire quoi le statu quo? Parce que le statu quo c'était que Uvira était entre les mains des FARDC. Donc rétablir le statu quo, c'est-à-dire récupérer Uvira. Ou bien aller jusqu'à Bukavu ou Goma. Ça c'est notre devoir. C'est leur devoir. Hein? Donc le cessez-le-feu signifie quoi pour le moment? Est-ce que c'est récupérer, en récupérant Uvira, on aura violé le cessez-le-feu? Ou bien en allant jusqu'à Bukavu? Non, on ne viole pas le cessez-le-feu. Si nous contre-attaquons à Bukavu. On ne viole pas le cessez-le-feu? Non. Non, mais le cessez-le-feu, c'est que chaque parti doit garder ses positions. Voilà. Les M23 gardent ses positions. Pourquoi ils ont modifié? Donc, nous sommes dans l'obligation, je l'ai dit, de rétablir le statu quo, comme on dit, la situation ante. Lorsque nous avons signé les accords, eh bien, ça s'arrête là. On était là. Ben écoutez, rentrez jusque-là. Puisque, par ailleurs, nous savons que vous avez des intentions malveillantes, eh bien, et qu'on nous tire de Bugarama, eh bien, nous devons éteindre le feu à Bugarama. Qu'on doit aussi lancer des bombes à Bugarama. Écoutez, faites la guerre ou vous ne la faites pas. Vous faites la guerre. Mais pourquoi les Houthis tirent sur Israël? Pourquoi Israël va bombarder le Liban? Faites la guerre. Si vous ne voulez pas faire la guerre, bon, écoutez, abdiquez, capitulez. Merci beaucoup, Monsieur André-Alain Atundou. Merci à vous, chers téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne GCR Congo Télévision. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre émission, Les Débats Congolais.